Je me suis réveillé en sentant le goût du sang dans ma bouche, mais ce n'était pas le mien d'aujourd'hui, c'était celui de ma mort, il y a 6 mois, quand la lame de ce couteau de cuisine a transpercé mon abdomen. Mon mari, Pierre, me souriait encore tandis que sa sœur, Sophie, tenait mes épaules pour m'empêcher de hurler. Et maintenant, je suis là, dans notre appartement haussmannien de Paris, le 15 mai 2024, exactement un an avant ce cauchemar, mon cœur battant à tout rompre comme si le fantôme de ma propre agonie me serrait la gorge. J'ai été trahi, assassiné pour un héritage que je n'aurais jamais dû toucher, et cette fois, je reviendrai du passé pour les faire payer même si cela signifie plonger dans les abysses de ma propre âme corrompue. Le soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle de notre chambre à coucher, projetant des ombres élongatées sur le parquet ciré. Je clignais des yeux, désorienté, mes mains tremblantes palpant les draps de soie que Pierre avait insisté pour acheter lors de notre lune de miel à la Côte d'Azur. « Élise, ma chérie, tu as fait un cauchemar ?» Sa voix, cette voix suave et mielleuse que j'avais aimée pendant 10 ans, résonna depuis la salle de bains adjacente. Il sortit, torse nu, une serviette autour des hanches, ses cheveux châtains encore humides de la douche. Il s'approcha du lit, s'assit sur le bord, et posa une main sur ma cuisse, un geste qui, dans ma vie précédente, m'avait fait fondre de désir, mais qui maintenant me donna la nausée. Je le fixais, mon esprit tourbillonnant comme un tourbillon de la Seine en crue. Comment étais-je ici? La dernière chose que je me rappelais, c'était la douleur lancinante, le sol froid de la cuisine carrelée de blanc, et leurs visages Pierre et Sophie, unis dans un complot si parfait qu'il avait failli me faire douter de ma propre santé mentale avant de m'achever. Sophie, sa petite sœur, l'avocate ambitieuse qui avait toujours envié ma position d'épouse trophée, avait fabriqué des preuves pour me faire passer pour folle, des faux témoignages de mes crises de jalousie, des virements bancaires falsifiés suggérant que j'avais détourné l'héritage familial de Pierre. L'héritage de son père, un magnate de l'immobilier mort 2 ans plus tôt, qui m'avait inexplicablement légué la moitié de sa fortune, un secret qu'il avait emporté dans la tombe, me murmurant à l'oreille lors de notre dernière rencontre, « Élise, protège-toi d'eux. Ils vendraient leur âme pour 1 euro. » Et il l'avait fait. Pierre, mon amour de jeunesse rencontré à la Sorbonne, avait orchestré tout cela pour Sophie, sa complice dans le péché originel de leur enfance, un accident de voiture qu'ils avaient couvert, tuant leurs parents dans une nuit pluvieuse sur l'autoroute A6, près de Lyon. J'avais découvert cela par hasard, fouillant dans les vieux dossiers de Pierre après une dispute, et au lieu de le confronter, j'avais gardé le silence, pensant que l'amour nous rachèterait. Erreur fatale. Il m'avait tué pour effacer ce secret, pour s'approprier l'héritage sans que je puisse le révéler. Mais maintenant, je suis revenu. 35 ans, le corps intact, l'esprit armé d'un arsenal de souvenirs vengeurs. Oui, un cauchemar, murmurai-je, forçant un sourire qui me coûta un effort surhumain. Rien de grave. Juste. Le stress du travail. Pierre rit, ce rire léger qui masquait toujours ses mensonges. Tu travailles trop, Élise. Laisse-moi m'occuper de toi. Il se pencha pour m'embrasser, mais je tournai la tête, prétextant une migraine. Tandis qu'il s'habillait pour aller à son bureau dans le 8e arrondissement, je restais allongé, mon cerveau en ébullition. La première étape, infiltrer leur plan avant qu'il ne se forme. Je savais que tout avait commencé par une conversation anodine lors d'un dîner familial, le 20 mai, chez nous. Sophie viendrait, avec ses yeux de serpent et ses sourires faux. Je devais être prête. Le reste de la matinée passa dans un brouillard d'habitudes familières qui me paraissait maintenant grotesque. Je descendis à la boulangerie du coin, rue de Rivoli, achetant des croissants encore chauds, l'odeur de beurre et de vanille me ramenant à des souvenirs plus doux nos débuts, quand Pierre me serrait contre lui sous la pluie parisienne, promettant un avenir éternel. Mais ces promesses n'étaient que du vent, des illusions pour un homme qui avait déjà vendu son âme à l'ambition de sa sœur. Sophie, l'étoile montante du barreau, spécialisée en droit des successions, avait toujours vu en moi une rivale. « Tu n'es qu'une professeure d'histoire, Élise » m'avait-elle lancé un soir, un verre de Bordeaux à la main. Pierre mérite mieux qu'une femme qui enseigne le passé au lieu de le forger. De retour à l'appartement, je fouillai discrètement le bureau de Pierre pendant qu'il était absent. Les dossiers étaient là, intacts, les faux contrats, les notes sur l'héritage. Mon cœur se serra en voyant la photo de nous 3 Pierre, Sophie et moi lors d'un week-end à Deauville. Leur sourire était si sincère à l'époque. Ou du moins, je l'avais cru. Je pris des photos avec mon téléphone, des preuves que je n'aurais pas dans ma vie précédente. Puis, je composai le numéro de mon notaire, Monsieur Duval, un homme discret que j'avais rencontré lors de la lecture du testament. Madame Lefebvre ?
Que puis-je pour vous? Sa voix était chaude, rassurante. Je veux modifier mon testament, dis-je d'une voix ferme. Tout à une association caritative anonyme si quelque chose m'arrive. Il nota, sans poser de questions. C'était le début de ma forteresse. L'après-midi, je marchais le long des quais de la Seine, le vent froid de mai fouettant mon visage. Paris, ma ville bien-aimée, avec ses ponts arqués et ses lumières éternelles, semblait me murmurer des encouragements. Mais au fond de moi, une voix sombre grandissait, et si la vengeance me consumait? Et si, en les détruisant, je devenais pire qu'eux? Le dîner du 20 mai arriva plus vite que prévu. Sophie débarqua à 19 heures précises, vêtue d'une robe noire ajustée qui hurlait le pouvoir, ses cheveux blonds relevés en un chignon impeccable. Élise, ma belle-sœur adorée. Elle m'embrassa sur les 2 joues, son parfum Chanel numéro 5 envahissant l'air comme un poison sucré. Pierre était déjà à table, versant du vin rouge dans des verres en cristal. Nous parlâmes de tout et de rien, le dernier scandale politique à l'Élysée, la grève des transports qui paralysait la RATP jusqu'à ce que Sophie aborde le sujet, comme dans mon souvenir. Et cet héritage, Pierre? Père aurait voulu que tu en fasses quelque chose de grand. Pas que ça reste bloqué par des clauses absurdes. Ses yeux glissèrent vers moi, accusateurs. Pierre hocha la tête, feignant l'hésitation. Élise est prudente, tu sais. Elle gère les finances familiales. Je souris intérieurement. Dans ma vie précédente, j'avais défendu mon rôle, déclenchant la première fissure. Cette fois, je jouais le jeu au contraire, chérie, dis-je à Sophie d'une voix douce comme du miel empoisonné. Je pense qu'il est temps de revisiter ces clauses. Peut-être un investissement dans ton cabinet d'avocat? Tu mérites de briller. Ses yeux s'illuminèrent, mais une lueur de suspicion y dansa. Pierre posa sa main sur la mienne, serrant un peu trop fort. Vraiment, Élise? Tu es sûre? Je hochai la tête, soutenant son regard. Absolument. Demain, nous irons voir Duval. La soirée se termina sur cette note triomphante pour eux, mais pour moi, c'était la première carte jouée. Tandis qu'ils riaient dans le salon, je m'éclipsais dans la cuisine, versant discrètement une dose de somnifère dans leur verre, rien de mortel, juste assez pour les assommer et fouiller leur téléphone plus tard. La nuit tomba sur Paris comme un linceul. Allongé entre les deux, feignant le sommeil, j'écoutais leur respiration ralentie. À 2 heures du matin, je me levai sans bruit, pieds nus sur le parquet froid. Le téléphone de Pierre d'abord, des messages codés avec Sophie, datant d'il y a des mois dans ma timeline précédente. Elle soupçonne quelque chose. Accélère le plan. Puis celui de Sophie, des recherches sur des poisons indétectables, des consultations avec un contact louche à Montmartre. Mon estomac se noie. Ils étaient plus profonds dans la fange que je ne l'avais cru. Mais il y avait plus, un dossier crypté sur l'accident des parents. Pas un accident, un meurtre délibéré pour l'assurance vie. Pierre au volant, ivre, Sophie couvrant les traces en falsifiant les rapports de police. Le secret que j'avais effleuré n'était que la pointe de l'iceberg. Je copiai tout sur une clé USB, mon cœur cognant comme un tambour de la Révolution. En retournant au lit, je sentis une larme couler au nom de tristesse, mais de rage pure. Demain, la guerre ouverte commencerait. Les jours suivants furent un ballet de mensonges et de manipulations, un tango mortel sur les pavés parisiens. Le rendez-vous chez Duval se déroula comme prévu, je signai des documents qui semblaient leur ouvrir les portes de l'héritage, mais en réalité, je les piégeais. Une clause cachée, si un incident m'arrivait, une enquête automatique sur leurs finances serait déclenchée, avec diffusion publique des secrets familiaux. Duval, mon allié silencieux, hocha la tête en me remettant les copies. Vous jouez un jeu dangereux, madame. Dangereux? C'est eux qui ont commencé, répondis-je, un sourire amer aux lèvres. Dehors, sous la pluie fine de mai, je marchais vers le métro, mon parapluie claquant contre les flaques. Sophie m'appela dans l'après-midi, sa voix excitée, « Élise, c'est génial. Pierre est aux anges. Viens dîner ce soir pour fêter ça ?» Je déclinai poliment, prétextant une réunion à l'université. En vérité, je me rendis à la préfecture de police, rue du Faubourg Saint-Honoré, avec une enveloppe anonyme contenant des extraits des messages. Pas tout juste assez pour semer le doute. Un inspecteur, un certain Moreau, un homme au visage buriné comme un vieux chêne, me reçut en privé. « Madame, ceci est grave. Trahison conjugale et possible fraude. Nous enquêterons discrètement. »
Mais la discrétion n'était pas mon but. Je voulais qu'il transpire, qu'il sente le filet se resserrer. Le soir même, Pierre rentra tard, l'air agité. « Élise, as-tu parlé à quelqu'un de nos affaires » demanda-t-il en versant du scotch, ses mains tremblantes. Je feignis l'innocence, posant une main sur son épaule. « Pourquoi cette question, mon amour » Sophie tâtait-elle inquiétée. Il secoua la tête, mais je vis la peur dans ses yeux, la même que le soir de ma mort, quand il avait essuyé le couteau. Sophie, de son côté, devint plus agressive. Lors d'un café au Flore, place Saint-Germain-des-Prés, elle me confronta. « Tu changes, Élise. Qu'est-ce qui te tracasse » Ses ongles manucurés tapotaient la table en marbre. Je souris, sirotant mon expresso. Rien, juste. Des souvenirs d'enfance qui remontent. Comme cet accident de voiture de tes parents. Pierre m'en a parlé une fois, en ivresse. Son visage pâlit, un masque craquelé. Quoi? C'est absurde. Un accident banal. Mais ses yeux trahissaient tout. Je plantai la graine, et la laissai pourrir. La tension monta comme la Seine en inondation. Pierre commença à boire plus, ses crises de colère éclatant pour des riens à un dîner brûlé, un appel manqué. Une nuit, il me saisit par le bras, son souffle aigre d'alcool. « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ? Sur l'héritage. Sur nous. » Je me dégageai, le fixant avec le froid d'un hiver normand. « Et si je savais ? Que ferais-tu, Pierre ? Me tuer à nouveau. » Les mots sortirent avant que je ne puisse les retenir, et son visage se décomposa. « Qu'est-ce que tu dis » balbutia-t-il. Je ris, un rire hystérique qui résonna dans l'appartement vide. « Rien, mon chéri. Juste un cauchemar. » Le 1er juin, le premier coup porta. Moreau m'appela, nous avons interrogé mademoiselle Lefebvre. Elle nie tout, mais ses alibis sont fragiles. Sophie fut convoquée au commissariat, accusée de faux en écriture. Elle rentra en furie, hurlant à Pierre que c'était ma faute. Cette salope nous tend un piège. Je les écoutais depuis la chambre, un verre de vin à la main, savourant leur panique. Mais la vengeance a un prix. Dans le miroir, je voyais mes yeux s'assombrir, ma peau pâlir comme celle d'un spectre. Étais-je encore Élise, la professeure passionnée par l'histoire de la Révolution, ou un monstre forgé dans le feu de la trahison? Le plan culmina le 15 juin, anniversaire de notre mariage. Pierre avait réservé une table autour d'argent, avec vue sur Notre-Dame encore en reconstruction. Sophie était là, bien sûr, insistant pour célébrer en famille. Le dîner fut un théâtre, rire forcé, toast hypocrite au champagne Dom Pérignon. Puis, dans le taxi qui nous ramenait, Pierre murmura à mon oreille, « Élise, pardonne-moi si j'ai été distant. J'ai des dettes. Laisse-moi gérer l'héritage seul. » Sa main glissa vers ma cuisse, mais je la repoussai. Trop tard, Pierre. Le notaire a tout verrouillé. De retour à l'appartement, l'orage éclata littéralement. La pluie martelait les fenêtres tandis que Sophie explosait, « Tu nous as trahis. Tu as tout manigancé. » Pierre, livide, attrapa le couteau de la cuisine le même, ô ironie cruelle. « Élise, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Je reculai, mon dos contre le mur, le cœur battant. C'était le moment. Si, c'est vrai. Et je sais pour l'accident. Vos parents n'ont pas glissé sur la route où vous les avez tués. Pour l'argent. Comme vous l'avez fait pour moi. Le silence fut assourdissant, brisé seulement par le tonnerre. Sophie rit, un rire dément. Prouve-le, petite garce. Mais Pierre, lui, s'effondra, le couteau tombant au sol. Comment? Je sortis mon téléphone, lançant l'enregistrement que j'avais fait lors de ma fouille nocturne, leur confession murmurée dans un moment d'ivresse. La police arriva 5 minutes plus tard, alertée par mon appel discret au début du dîner. Moreau et ses hommes les menottèrent, Sophie hurlant des insultes, Pierre pleurant comme un enfant. Le twist vint dans la salle d'interrogatoire, où j'insistais pour assister en tant que témoin. Pierre, brisé, avoua tout, l'accident, le meurtre, mais aussi une vérité plus sombre. Sophie m'a forcé, Élise. Pour les parents, c'était elle au volant. Et pour toi. C'était son idée. Elle voulait te voir souffrir d'abord, puis disparaître. Sophie, dans la pièce voisine, craqua sous la pression, il ment.
C'était lui qui te détestait pour avoir séduit Père, pour avoir pris sa place. Le père de Pierre avait été mon amant secret, des années avant mon mariage. Un adultère caché, un chantage implicite via l'héritage. J'avais été complice sans le savoir, portant le fardeau d'un péché que je n'avais pas choisi. Le procès fut un cirque médiatique, éclaboussant les tabloïds parisiens, le scandale Lefebvre, fratrie maudite ou vengeance divine. Pierre écopa de 20 ans pour meurtre prémédité, Sophie de 15 pour complicité et faux. Moi? J'héritais de tout, mais vendis la fortune pour fonder une fondation contre les violences familiales. Paris, ma ville, me sembla neuf sous le soleil d'octobre, quand je marchais enfin libre le long des Champs-Élysées. Pourtant, la victoire était amère. Dans les nuits solitaires de mon nouvel appartement à Montparnasse, je revivais non seulement leur trahison, mais la mienne, cet amour aveugle qui m'avait mené à la tombe. La réincarnation n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Et si un jour, un nouveau fantôme se réveillait en moi? Pour l'instant, je vivais, respirant l'air chargé d'histoire de France, vengeresse et survivante. La Seine coulait toujours, indifférente, emportant les secrets vers l'océan. La liberté a un goût âpre, comme le café noir que je sirotais ce matin d'octobre 2024, assise à la terrasse du café de Flore, observant les feuilles jaunies tourbillonner sur le boulevard Saint-Germain. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Pierre et Sophie, et pourtant, le vide en moi béait plus large que jamais. La presse avait titré « La veuve noire de Paris », me dépeignant comme une calculatrice impitoyable qui avait orchestré la chute de sa famille adoptive. Des lettres anonymes pleuvaient dans ma boîte aux lettres, des menaces de vengeance pour les Lefebvre, des invitations obscènes de ceux qui voyaient en moi une icône de la revanche féminine. J'avais gagné, mais à quel prix? Mon reflet dans la vitrine du café montrait une femme amaigrie, les yeux creux, hantée par les échos de rires fantômes. Pourtant, je n'avais pas fini. La réincarnation m'avait donné une seconde chance, mais elle exigeait une purge totale. Le secret de l'adultère avec le père de Pierre, Monsieur Henri Lefebvre, cet homme charismatique aux tempes grisonnantes qui m'avait séduite lors d'un gala à l'Opéra Garnier, 10 ans avant mon mariage, pesait comme une encre. Il m'avait légué la fortune non par amour filial envers Pierre, mais par culpabilité, par un désir tordu de me protéger de ses enfants monstrueux. J'avais été sa maîtresse, sa confidente, et dans ma naïveté, j'avais cru que cela s'effacerait avec sa mort. Erreur. Sophie l'avait su, d'où sa haine viscérale. Et maintenant, avec les Lefebvre derrière les barreaux, il restait un dernier fil à couper, leur oncle, Antoine, le gardien silencieux des archives familiales, un retraité veuf vivant à Versailles, qui détenait peut-être les preuves d'autres crimes enfouis. Je pris le RERC vers Versailles, le train cahotant à travers les banlieues grises, mon esprit vagabondant vers les leçons d'histoire que j'enseignais à la Sorbonne. La France, terre de révolution sanglante de la guillotine de 1793 aux barricades de 1968, m'avait toujours fasciné par sa capacité à recycler la violence en justice. Étais-je la nouvelle Robespierre, ou une simple Marie-Antoinette vengeresse, prête à tout pour trancher les têtes qui m'avaient humilié? Antoine Lefebvre m'accueillit dans sa maison de briques rouges, entourée de jardins à la française impeccable. Élise, ma nièce par alliance, dit-il d'une voix chevrotante, ses yeux myopes plissés derrière des lunettes épaisses. Quelle surprise! Pierre et Sophie. C'est terrible. Nous nous assîmes dans son bureau lambrissé, entouré de livres poussiéreux sur l'Ancien Régime. Je bus son thé à la bergamote, feignant la compassion. Oncle Antoine, j'ai besoin de votre aide. Pour clore le chapitre. Il hocha la tête, fouillant dans un tiroir. Les documents qu'il sortit étaient un trésor, des lettres jaunies d'Henri à moi, des relevés bancaires montrant des paiements secrets à Sophie pour son silence sur notre liaison. Mais il y avait plus un journal intime d'Henri, révélant que l'accident des parents n'était pas le premier crime. En 1995, Pierre, alors adolescent, avait provoqué un incendie dans une usine familiale pour toucher l'assurance, tuant 2 ouvriers immigrés. Couvert par la famille, étouffé par des avocats comme Sophie le deviendrait plus tard. Mon sang se glaça. Pierre n'était pas seulement un traître, il était un serial manipulateur, forgé dans le feu de l'impunité bourgeoise. Pourquoi me montrer cela, demandai-je, la voix tremblante. Antoine soupira, allumant une cigarette malgré ses poumons fragiles. Parce que Henri voulait que tu saches, un jour. Il t'aimait, Élise. Plus que sa propre chair. Les larmes me piquèrent les yeux, non pour Henri, mais pour la fille que j'avais été, piégée dans un web d'affection toxique. Je photocopiai tout, remerciai Antoine d'un baiser sur la joue ridée, et partis sous un ciel plombé.
De retour à Paris, la nuit me trouva dans un bar clandestin du Marais, un verre de absinthe devant moi, l'esprit embrumé. Un homme s'approcha au grand, barbu, avec un accent provençal. « Vous êtes la fameuse Élise Lefebvre ? J'ai lu les articles. Bravo pour votre cran. » Il s'appelait Julien, journaliste freelance pour Le Monde, spécialisé dans les scandales financiers. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, et je lui glissai une enveloppe avec une partie des documents. Publiez-le. Mais anonymement. C'était ma décision controversée, exposer non seulement Pierre et Sophie, mais toute la dynastie Lefebvre comme une mafia en col blanc. Julien hésita. Ça pourrait détruire des innocents. Antoine, par exemple. Je haussai les épaules. Il n'y a pas d'innocents dans cette famille. Seulement des complices. Le article parut une semaine plus tard, titré Les Lefebvre, une saga de sang et d'argent. Paris explosa en débats enflammés aux terrasses des cafés, sur les plateaux de France Inter, même à l'Assemblée nationale, où des députés socialistes appelaient à une réforme des successions. Sophie, depuis sa cellule à Fresnes, intenta un procès en diffamation, mais les preuves étaient irréfutables. Pierre, lui, tenta le suicide, raté, ce qui ne fit qu'alimenter le feu. Et moi ? Je devins une paria glamour, invité dans des dîners mondains où les élites me sondaient comme un spécimen rare. « Comment avez-vous supporté ?» me demanda une comtesse lors d'un vernissage au Louvre. « La vengeance est un art français, répondis-je, levant mon verre de champagne. » Mais les ombres s'allongeaient. Des rêves me hantaient, Pierre me suppliant à genoux, Sophie riant dans le vide. Et pire, Henri, son fantôme me caressant dans l'ombre, murmurant « Tu es à moi ». Je consultai un thérapeute, un juif séfarade du 11e arrondissement nommé David, qui me diagnostiqua un trouble post-traumatique réincarné, une blague, mais qui sonnait vrai. Vous jouez avec le feu de l'enfer, madame. La rédemption n'est pas dans la destruction. Ces mots me rongeaient, mais je les ignorais. La prochaine étape, visiter Pierre en prison. La maison d'arrêt de la santé, avec ses murs ocres et ses barreaux froids, était un purgatoire pour les âmes parisiennes. Pierre était méconnaissable au barbu, voûté, ses yeux autrefois pétillants maintenant ternes comme la Seine polluée. « Élise, murmura-t-il en me voyant, sa voix brisée par des sanglots. Pourquoi ? Je t'aimais, à ma façon. Je m'assis de l'autre côté de la vitre, le combiné froid contre mon oreille. À ta façon ? En me poignardant dans notre cuisine ? Il secoua la tête. C'était Sophie. Elle m'a drogué, manipulé. Comme pour l'usine, comme pour tout. Je suis un faible, Élise. Pardonne-moi. Pardon ? Le mot me brûla la langue. Dans ma vie précédente, j'aurais peut-être cédé, par amour résiduel. Mais maintenant, je vis clair, Pierre était le pivot de leur mal, le frère complice, le mari lâche. Non, dis-je simplement. Profite de tes 20 ans pour réfléchir à tes faiblesses et points. Je raccrochai, mais en sortant, une nausée me submergea. Était-ce justice, ou sadisme ? Dehors, un manifestant solitaire brandissait une pancarte, « Libérez les Lefebvre victimes d'une folle ». Je l'ignorais, élant un taxi pour Montmartre. Là-haut, sous la basilique du Sacré-Cœur, je m'assis sur les marches, regardant la ville s'étaler comme un tapis de lumière. Julien m'avait appelé plus tôt, « Votre oncle Antoine est mort. » Crise cardiaque, après l'article. Coupable ? Innocente coïncidence ? Le doute me rongeait. La vengeance, cette muse française si chère à Dumas et Hugo, se muait en poison. Pourtant, je ne pouvais m'arrêter. Sophie restait, et son silence était son arme ultime. L'hiver 2024 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les haussmanniens en palais de cristal fragile. Noël approchait, avec ses guirlandes criardes sur les Champs-Élysées et ses marchés aux odeurs de vin chaud et de marrons grillés, mais pour moi, la fête était un rituel macabre. Seul dans mon appartement de Montparnasse, je décorais un sapin minuscule avec des ornements volés à la vie précédente ou des boules de verre peintes à la main par Pierre lors de notre première année de mariage. Chaque tintement me rappelait sa trahison, un carillon de vengeance. Julien devint mon ombre improbable, ce journaliste provençal aux yeux verts qui mélangeait cynisme et tendresse. Nos rencontres, d'abord professionnelles ou échanges de documents dans des bistrots enfumés du quartier latin glissèrent vers l'intime. Vous dansez sur un fil, Élise, me dit-il un soir, lors d'un dîner au train bleu, la gare de Lyon illuminée comme un conte de fées décadent. Un faux pas, et vous tombez avec eux. Je ris,
trempant mes lèvres dans un verre de Châteauneuf-du-Pape. Et si je saute volontairement? La chute est le seul vol vrai. Il posa sa main sur la mienne, chaude, réelle, un contraste avec les fantômes qui me hantaient. Mais Sophie refusait de sombrer en silence. Une lettre arriva à la mi-décembre, postée de Fresnes, son écriture anguleuse comme une lame. Tu crois avoir gagné, salope? Je sais pour Henri. Ton amant. Le père qui t'a engrossé d'un bâtard que tu as avorté en secret. Publie ça, et vois ton empire s'effondrer. Mon monde vacilla. Enceinte? Les souvenirs affluaient, cette nausée en 2014, ce rendez-vous discret à la clinique du 16e, Henri payant en liquide pour effacer la trace. J'avais enterré cela si profond que même ma réincarnation l'avait presque effacé. Sophie bluffait-elle, ou avait-elle fouillé plus loin que je ne pensais? Je confrontai David, mon thérapeute, lors d'une séance sous les flocons qui dansaient dehors. C'est le syndrome de Prométhée, dit-il, ajustant ses lunettes. Vous portez le foie de vos ennemis, et ils repoussent chaque jour. Je secouai la tête. Non, c'est plus. Et si j'étais aussi monstrueuse que... Il sourit tristement. La monstruosité n'est pas innée, Élise. C'est choisi. Choisissez la lumière. Ces mots étaient un phare, mais la tempête en moi était plus forte. Le 24 décembre, je rendis visite à Sophie. Fresnes, avec ses couloirs humides et ses gardes stoïques, puait le désespoir. Elle entra en combinaison orange, ses cheveux blonds ternis, mais ses yeux verts identiques à ceux de Pierre brûlaient de haine. Joyeux Noël, belle-sœur, lança-t-elle, s'asseyant avec un rictus. Prête à négocier? Je sortis la lettre. Ton chantage est pathétique. Prouve-le. Elle rit, un son rauque. Oh, je l'ai. Dans un coffre à la BNP, Cléché Antoine paix à son âme noire. Tu l'as tué avec ton article, n'est-ce pas? En le stressant à mort. Antoine. Mon estomac se noie. Était-ce ma faute? Tu mens, murmurai-je. Mais elle continua, déversant le poison, Henri n'était pas un saint. Il a violé notre mère, enfant. Pierre et moi, on l'a vengé en le tuant au nom, attends, en le laissant crever seul après l'avoir confronté. Et toi, sa pute, tu as pris sa fortune comme un trophée. Les murs semblaient se refermer. Était-ce vrai? Henri, mon Henri, un violeur? La nausée remonta, et je quittai la pièce sans un mot, vomissant dans les toilettes des visiteurs. Dehors, la neige tombait drue, effaçant les traces de pas. Je marchai jusqu'à la Seine, gelé par endroits, et jetai mon téléphone dans l'eau noire, un geste impulsif, pour couper les liens. Julien me retrouva des heures plus tard, errante près du pont des Arts. Élise. Qu'est-ce qui se passe? Il m'enveloppa dans son manteau, me ramenant chez lui, un loft bohème près de Bastille. Là, entre deux verres de cognac, je craquai, racontant tout, la grossesse, les doutes, le chantage. Il m'écouta sans juger, puis m'embrassa à un baiser salé de larmes et de désespoir. Tu n'es pas eux, murmura-t-il. Laisse-moi t'aider à brûler ces fantômes. Le nouvel an 2025 nous trouva enlacés, regardant les feux d'artifice exploser au-dessus de la tour Eiffel depuis son balcon. Pour la première fois depuis ma renaissance, je sentis un espoir fragile, comme une pousse verte sous la neige. Mais Sophie n'avait pas fini. Le 5 janvier, un scandale éclata, un tabloïd People publia des photos volées de ma clinique d'avortement, titrant La vengeresse avorteuse, le secret d'Élise Lefebvre. Paris s'enflamma, manifestation féministe me défendant comme une victime du patriarcat, conservateur me lapidant comme une pécheresse. Julien, fidèle, écrivit un contre-article dans Le Monde, de la trahison à la libération, l'histoire d'une femme brisée. Ma décision controversée vint alors, je portai plainte contre Sophie pour diffamation, mais aussi, dans un twist qui fit hurler les médias, je demandai une grâce partielle pour Pierre. Il est faible, manipulable, expliquai-je en conférence de presse, ma voix ferme malgré les flashs. La vraie criminelle est Sophie. Laissez Pierre pourrir en rédemption. C'était un coup de poker, diviser pour conquérir, isoler la sœur. Les féministes applaudirent solidarité sélective. Tandis que les traditionalistes crièrent au scandale. Pierre, informé, m'écrivit une lettre de prison, merci, mon amour. Je mérite pire, mais ton pardon me sauve. Sophie, furieuse, avoua tout lors de son audience, elle adultère connue, la grossesse forcée par Henri,
même des détails sur l'incendie de l'usine Pierre Innocent, elle la cerveau. Le juge, un homme sévère du palais de justice, la condamna à perpétuité sans remise. En sortant du tribunal, sous un ciel clair de printemps naissant, je sentis le poids s'alléger. Julien m'attendait, un bouquet de mimosas à la main. « C'est fini » demanda-t-il. « Presque » répondis-je, l'embrassant sous les arcades de la conciergerie. Mais la vengeance n'est jamais finie en France où elle se réinvente. Le printemps 2025 fleurit Paris en un tapis de pétales roses et blancs, les cerisiers du Luxembourg explosant en une symphonie fragile contre le gris éternel des toits. Ma fondation, Héritage brisé, prenait forme, des ateliers pour victimes de violences familiales, installés dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, financé par la vente piecemeal de la fortune Lefebvre. Les inaugurations attiraient du beau monde, actrices du cinéma français, avocates progressistes, même une ministre déléguée aux droits des femmes qui me serra la main en murmurant « Vous êtes notre Jeanne d'Arc moderne ». Mais derrière les sourires, les murmures persistaient, elle a coulé sa famille pour de l'argent. Méfiez-vous. Julien et moi, nous étions devenus inséparables, un duo improbable naviguant les eaux troubles de la capitale. Il quitta le monde pour écrire un livre sur mon histoire aux Renaissance vengeresse, une tragédie parisienne et nos nuits se passaient à débattre de chapitres autour de plateaux de fromage et de Bordeaux. Tu minimises ton rôle dans le chantage, me reprocha-t-il un soir, allongé sur son lit défait, la lune filtrant par les volets. C'était de la survie, répliquai-je, traçant des cercles sur sa poitrine. Et toi, tu romantises la mienne. Il rit, m'attirant plus près. L'amour, ce traître, me guettait à nouveau au doux, tentant, mais teinté du poison du passé. Pourtant, un nouveau fantôme surgit, une femme nommée Claire, contactée via la fondation. Âgée de 40 ans, mère divorcée d'un quartier ouvrier de Belleville, elle pleura lors de notre premier rendez-vous dans mon bureau lambrissé. Mon ex-mari. Il a falsifié des documents pour me ruiner, comme votre Pierre. Ses yeux, rougis par les larmes, me rappelèrent les miens dans le miroir post-réincarnation. Je l'aidai au avocat gratuit, thérapie, mais elle revint une semaine plus tard avec une révélation, j'ai travaillé comme secrétaire pour Antoine Lefebvre, avant sa retraite. Il y a un autre secret. Un enfant illégitime d'Henri, pas le vôtre, un garçon, adopté en 1990, vivant à Lyon maintenant. Il s'appelle Marc Duval. Duval. Le nom de mon notaire. Mon sang se figea. Était-ce une coïncidence? Je rappelai Monsieur Duval au nom, Marc Duval, comme il se présenta soudain, sa voix chevrotante au téléphone. Élise, ma tante. Henri m'a tout dit avant de mourir. Il voulait que je vous protège. Nous nous rencontrâmes dans un café discret près de la place des Vosges, sous un ciel voilé de nuages. Marc était un homme ordinaire, costume gris, lunettes rondes, une tristesse palpable dans ses gestes. Je suis le fils caché. Maman était sa secrétaire, comme Claire. Il m'a payé les études, mais jamais reconnu. Les pièces du puzzle s'emboîtaient, Henri, le patriarche manipulateur, semant des bâtards comme des graines empoisonnées. Marc avait aidé à verrouiller l'héritage contre Pierre et Sophie, sachant leur noirceur. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, demandai-je, serrant ma tasse de thé brûlant. Peur. Et respect pour vous, la femme qui a aimé mon père sans le juger. Nous pleurâmes ensemble, un lien forgé dans le sang impur des Lefebvre. Julien, apprenant cela, insista pour l'interviewer. C'est le twist final, Élise. Rédemption familiale. Mais Sophie, même en cage, tissait encore. Une tentative d'évasion foireuse où elle avait soudoyé un garde avec des promesses d'héritage fantôme fit les gros titres. Blessée dans la fuite, elle fut transférée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je demandai à la voir, contre l'avis de Julien. C'est de la folie, protesta-t-il. Laisse-la pourrir. Mais je savais, la confrontation ultime laverait ou noirait mon âme. La chambre d'hôpital puait l'antiseptique et la défaite. Sophie, bandée au bras, me toisa avec un sourire tordu. Venue admirer ton œuvre, vengeresse? Je m'assis, calmement. Non. Venue terminer. Elle cracha son venin, détail sur l'adultère, sur comment Henri l'avait forcé enfant, forgeant sa rage. J'ai tué pour venger les parents, un accident que j'ai provoqué pour les punir de l'avoir laissé faire. Pierre a suivi, comme toujours. Et moi? Tu étais son jouet, Élise. Il t'a engrossé pour se racheter, mais tu as avorté son rédemption au point.
Les moniteurs bipaient frénétiquement, un garde intervint, mais je restais, absorbant le poison jusqu'à la lie. Dehors, dans les jardins de l'hôpital, je vomis l'âme non physiquement, mais dans un hurlement silencieux vers la statue de la Liberté sur la Seine. Julien me trouva effondré sur un banc. « C'est fini, maintenant, murmura-t-il, me berçant comme un enfant. Mais non, la décision controversée germait. Avec Marc, nous décidâmes de révéler l'arbre généalogique des Lefebvre dans le livre de Julien, non pour détruire, mais pour guérir. Publier la vérité sur Henri, dis-je. Le violeur, le séducteur, le père absent. Laissez les lecteurs juger. Le livre sorti en mai 2025, un best-seller instantané, traduit en 10 langues. Débat rageait, étais-je victime ou bourreau? Une émission sur France 2 confronta à une psychologue, votre vengeance a-t-elle valu la paix? Je répondis, la paix est un mensonge. C'est l'acceptation qui libère. Pierre, libéré sur parole pour bonne conduite, ma grâce avait porté ses fruits et m'écrivit, je suis clean, Élise. Merci. Trouve le bonheur. Sophie, elle, se suicida en cellule, laissant une note, la vengeance est un cercle. Tu y es piégé. Était-ce ma faute? Le doute me rongerait toujours. Mais avec Julien et Marc, formant un trio improbable, nous voyageâmes en Provence, loin des ombres parisiennes. Sous les lavandes violettes, je sentis enfin la renaissance non comme une malédiction, mais un don. L'été 2025 embrasa la France d'une chaleur suffocante, transformant les rues de Paris en four où l'asphalte fondait sous les talons des touristes. Mon appartement de Montparnasse, autrefois un mausolée de souvenirs, bruissait maintenant de vie. Marc y avait emménagé temporairement, apportant des plantes vertes et des disques de jazz d'Henri. Julien, avec ses carnets froissés, écrivait la suite de notre saga dans le salon. La fondation prospérait, aidant des dizaines de femmes à briser leurs chaînes invisibles, et moi, Élise Duval-Lefebvre, j'avais repris mon nom de naissance, je redevenais professeur à la Sorbonne, enseignant non plus l'histoire des révolutions, mais celle des résiliences cachées. Pourtant, le passé, ce vampire français, refusait de mourir. Une lettre arriva fin juin, postmarquée de Lyon, Tante Élise, je sais pour le livre. Et pour le suicide de Sophie. C'est votre faute. Signé, un nom inconnu, Émilie Lefebvre, petite nièce de Pierre, une adolescente de 16 ans élevée par des tantes éloignées. Elle voulait me rencontrer, pour comprendre pourquoi vous avez détruit notre famille. Julien fronça les sourcils en lisant. Un piège? Ou une nouvelle victime? Marc, pragmatique, proposa, allons-y. Ferme le cercle. Le TGV nous emporta vers Lyon sous un ciel azuréen, les vignobles du Beaujolais défilant comme des toiles impressionnistes. Émilie nous attendait à la gare Pardieu, une gamine aux cheveux châtains et aux yeux verts des Lefebvre, un sac à dos trop grand sur les épaules. Vous êtes la méchante des journaux, dit-elle sans préambule, nous guidant vers un parc près de la Saône. Nous nous assîmes sur un banc, les cygnes glissant paresseusement sur l'eau. Elle déballa son grief, élevé dans le silence des secrets, apprenant la vérité via les médias, haïssant la tante assassine. Sophie était ma marraine. Elle m'envoyait des bonbons, des histoires. Et vous l'avez poussée au suicide. Les mots me frappèrent comme une gifle. Marc intervint doucement, Émilie, Sophie était toxique. Elle a tué, manipulé. Mais la fille secoua la tête, larmes aux yeux. Et vous? Vous avez publié les secrets d'Henri, ruiné Pierre mon oncle, qui m'écrivait des lettres de prison. Il disait que vous étiez un ange vengeur. Julien nota furieusement, mais je posai une main sur son bras. Écoute, Émilie. Je ne suis pas un ange. J'ai été tué par eux, revenu pour survivre. Mais le suicide de Sophie. C'est sur ma conscience. Elle me fixa, puis sortit une photo froissée, elle, petite, avec Sophie à un pique-nique. Pourquoi la haine? C'était le moment du twist final, celui que ni ma réincarnation ni mes plans n'avaient anticipé. Parce que la famille Lefebvre est un poison, dis-je. Mais toi, tu n'es pas obligé d'en hériter. Nous parlâmes des heures, jusqu'au crépuscule orangé. Émilie pleura, rit, nous serra dans ses bras maladroits. Peut-être. On pourrait recommencer? Sans secret. Marc sourit, pour la première fois comme un frère. De retour à Paris, elle vint nous voir, intégrant la fondation comme bénévole, une guérison générationnelle. Le climax vint en septembre, lors d'une conférence à la Sorbonne sur vengeance et justice en littérature française. Pierre, autorisé à sortir pour l'occasion,
apparu au fond de l'amphithéâtre, vieilli mais serein, un badge de témoin anonyme épinglé. Après mon discours, un plaidoyer pour la compassion post-trauma, il s'approcha. « Élise, dit-il, voix rauque. J'ai lu le livre. Merci pour la grâce. Et désolé. Pour tout. » Pas de larmes, juste une poignée de main ferme. Julien, à mes côtés, serra les dents, mais je hochai la tête. Va, Pierre. Vis mieux. La nuit, dans les bras de Julien, sous les étoiles filantes d'une canicule persistante, je sentis la paix vraie, non illusoire. La réincarnation m'avait ramené pour venger, mais aussi pour renaître. La fondation grandit, Marc devint mon partenaire silencieux, Émilie une nièce adoptée. Et Pierre? Il disparut en province, soignant des addicts, une rédemption tardive. Paris, éternel, m'accueillit comme une mère prodigue. Marchant le long de la Seine au lever du soleil, je jetai les derniers dossiers des Lefebvre dans l'eau, murmurant « Adieu, fantôme ». La vengeance avait été mon épée, l'amour, mon bouclier. Et dans cette France de passion et de pardon, j'avais enfin trouvé mon équilibre fragile, mais mien. Épilogue, des années plus tard, en 2030, un nouveau livre sorti, Héritage réinventé, coécrit par nous tous. Sophie devint un chapitre clos, Henri une leçon, et moi, Élise, une survivante qui osa aimer à nouveau. La vie, après tout, n'est qu'une révolution personnelle.